Bon, eh bien, bonjour à vous. Bonjour. Je vois certaines têtes, sinon nouvelles tout au moins, qui ne viennent pas régulièrement. Ça fait plaisir. Bon, donc, comme vous le savez, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet chaud. Un peuple à nul autre pareil. Je crois que rien qu'avec le titre, vous avez compris de quoi il s'agit. De qui il s'agit. De tout temps, où qu'elles aient été, où qu'elles soient passées, les communautés juives ont provoqué hostilité et rejet. Aussi, au lieu de crier à l'antisémitisme, il faudrait que ceux qui s'en plaignent en recherchent la cause. Ce fut là la démarche de Bernard Lazare qui, bien que juif, le reconnaissait honnêtement au chapitre « Les causes générales de l'antisémitisme » dans son livre « L'antisémitisme » paru en 1894. Voilà ce qu'il disait. Si l'on veut faire une histoire complète de l'antisémitisme, en n'oubliant aucune des manifestations de ce sentiment, en suivant les phases diverses et les modifications, il faut entreprendre l'histoire d'Israël depuis sa dispersion, ou pour mieux dire, depuis l'étang de son expansion hors du territoire de la Palestine. Partout où les Juifs, cessant d'être une nation prête à défendre sa liberté et son indépendance, se sont établis, partout s'est développé l'antisémitisme, ou plutôt l'antijudaïsme. Car l'antisémitisme est un mot mal choisi qui n'a eu sa raison d'être que de notre temps, quand on a voulu élargir cette lutte du juif et des peuples chrétiens et lui donner une philosophie en même temps qu'une raison plus métaphysique que matérielle. Toujours la citation. Si cette hostilité, cette répugnance même, ne s'était exercée vis-à-vis des Juifs qu'en un temps et en un pays, il serait facile de démêler les causes restreintes de ces colères. Mais cette race a été, au contraire, en but à la haine de tous les peuples au milieu desquels elle s'est établie. Il faut donc, puisque les ennemis des Juifs appartiennent aux races les plus diverses, qui vivaient dans des contrées fort éloignées les unes des autres, qu'ils étaient régis par des lois différentes, gouvernés par des principes opposés qui n'avaient ni les mêmes mœurs, ni les mêmes coutumes, qu'ils étaient animés d'esprits dissemblables ne leur permettant pas de juger également de toutes choses, il faut donc que les causes générales de l'antisémitisme aient toujours résidé dans le peuple juif lui-même, et non chez ceux qui le combattirent. Donc, je répète, c'est dans le livre de Bernard Lazare, juif lui-même, dont le titre était l'antisémitisme. Or, cela n'a non seulement pas changé, mais devant leur impérialisme hystérique, n'a fait que s'aggraver. Pour ceux qui défendent les Juifs, pour les Juifs eux-mêmes, les motifs et mises en pratique de l'antisémitisme incluraient différents préjugés, des allégations, des mesures discriminatoires ou d'exclusion socio-économique, des expulsions, des massacres d'individus ou de communautés entières.
C'est facile à dire pour s'en lamenter, mais qui ne répond nullement à la constatation honnête de Bernard Lazare. Aussi, plutôt que de s'apitoyer sur l'antisémitisme, il faudrait plutôt se pencher sur les raisons de son émergence, puisqu'il est répandu partout où les Juifs passent ou s'installent. Bien que son émergence ait été constatée de tout temps, le terme antisémite et ses dérivés apparurent seulement à la fin du XIXe siècle en Allemagne. Pour l'historien Alex Bain, le terme fut utilisé pour la première fois en 1860 par le juif autrichien Maurice Schneider dans l'expression préjugé antisémite, antisémitische Vorurteile, afin de dénoncer les idées d'Ernest Renan qui affublent les peuples sémites de tares culturels et spirituels. De même, le mot antisémitismus, traduit par antisémitisme, fut introduit en politique en 1879 par le journaliste allemand William Marr, qui, rejetant l'hypothèse d'une assimilation possible, plaidait pour une expulsion de tous les Juifs vers la Palestine. À la fin de sa vie, Marr publiera à Hambourg un essai final intitulé « Testament d'un antisémitisme ». Le spécialiste du négationnisme Gilles Karmeissen rappelait que ce fut le journaliste allemand William Marr qui inventait véritablement le terme d'antisémitisme dans le sens d'hostilité aux Juifs à l'occasion de la fondation d'une ligue antisémite en 1879. Le mot ne serait pas issu des lexiques religieux, mais se teinte de scientisme en créant ce substantif en isme pour stigmatiser les Juifs sur les critères de race et d'ethnie. Après avoir basé cette hostilité sur la religion, puis sur la théorie des races, le terme antisémitisme désigne toute manifestation, haine, hostilité ou discrimination à l'égard des Juifs ou non-juifs mais sympathisants, écrit Wikipédia quelque peu biaisé à la rubrique antisémitisme. Témoin de l'antisémitisme ambiant, une caricature irrécusable de 1899, Boucle de Suif, représentait Joseph Reinhardt en singe. La traduction française d'antisémitismus par antisémitisme n'apparaît, selon le dictionnaire Le Robert, qu'en 1866, suivi de l'épithète antisémite 3 ans plus tard. Toutefois, Karmeissen a mis à jour les traductions antisémites et antisémitiques et antisémites antérieures dans le journal Le Globe de novembre 1879. L'historien Jules Isaac, dont il est inutile de préciser l'origine, précise aussi que le terme antisémitisme est par lui-même équivoque, alors que son contenu était essentiellement anti-juif. William Marr utilise en effet le terme antisémitismus comme synonyme de Judentum, qui désigne indifféremment le judaïsme, la communauté juive et la judaïté. Le mot antisémitisme abandonne ainsi la signification spécifiquement religieuse de l'hostilité anti-juive pour se prendre le concept de race juive pour désigner aussi les juifs baptisés, justifiant ainsi la poursuite des discriminations à leur égard alors qu'ils ont apostasié. Des théories scientifiques sur la conception de race se sont répandues en Europe
dans la seconde moitié du XIXe siècle, particulièrement chez l'historien prussien Heinrich von Treitschke, dont les idées seront reprises par le Troisième Reich. En outre, le terme antisémitisme peut paraître équivoque ou même complètement inapproprié parce qu'il vise les autres populations de langue sémitique, dont les Arabes. Ces discussions n'empêchent nullement que le terme antisémitisme ait été forgé pour désigner l'hostilité contre les Juifs et leur culture, mais nullement contre d'autres locuteurs de langue sémitique, et qu'il est toujours employé dans ce sens. C'est ainsi qu'on parle d'antisémitisme arabe pour désigner l'hostilité des Arabes envers les Juifs. Le politologue philosémite Pierre-André Tagliache préfère le terme de judéophobie pour désigner l'ensemble des formes anti-juives dont le moindre depuis la Seconde Guerre mondiale et de distinguer l'antisémitisme lié aux thèses racistes. D'autres encore préfèrent parler du nouvel antisémitisme pour qualifier les idéologies plus récentes qui s'appuieraient sur la dénonciation d'un lobby juif ou du sionisme pour masquer leur antisémitisme. Selon Bernard-Henri Lévy, le négationnisme s'ajoute à l'antisionisme pour définir les trois axes du nouvel antisémitisme. Nicole Gensotto, titulaire de la chaire Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers, propose de distinguer trois sources de l'antisémitisme contemporain en France. Le premier serait l'antisémitisme historique, d'abord fondé sur les stéréotypes liés à l'argent, qui a toujours existé, que l'on pourrait qualifier de populaire. Puis un deuxième, plus politique, évoqué par Nona Meyer, lié aux événements du Moyen-Orient et à la politique d'Israël, repris par ce qu'on appelle aujourd'hui l'islamo-gauchisme dans sa défense des musulmans contre la politique d'Israël. Là, je voudrais faire une petite parenthèse. Il est regrettable que justement cette critique de la politique d'Israël en Palestine ne soit reprise aujourd'hui que par les milieux islamo-gauchistes et non pas par la droite, qui est aujourd'hui vautrée devant les intérêts juifs. Il y en a un troisième, un antisémitisme identitaire fondé sur la volonté de pureté de la nation. Celui-là appartient à l'extrême droite, c'est celui qui s'est manifesté contre Alain Finkielkraut, auquel certains lui ont signifié « on est chez nous, rentre chez toi ». Le 1er juin 1917, le Parlement européen a adopté une définition de l'antisémitisme accompagnée d'exemples demandant à tous les États membres de l'Union européenne de l'adopter. Et le 5 décembre 2019, 20 membres de l'Union européenne, 20 pays, dont 16 de l'Union européenne, l'adoptaient. Au nom de, je cite, l'antisémitisme est une certaine perception des Juifs qui peut se manifester par une haine à leur égard. Les manifestations rhétoriques et physiques de l'antisémitisme visent des individus juifs, leurs biens, les institutions communautaires et des lieux de culte. Par rapport à l'antisémitisme, l'antisionisme inclut, je cite, de refuser au peuple juif son droit à l'autodétermination. Par exemple, en affirmant que l'existence d'un État d'Israël
est une entreprise raciste. Il est vain d'espérer de la logique, c'est-à-dire l'expression raisonnable d'un esprit éclairé, dès qu'il s'agit d'antisémitisme, estime l'historienne juive américaine Barbara Tuchman, prix Pulitzer, qui identifie 3 règles à propos de l'antisémitisme. Premièrement, l'apaisement est futile, car elle estime, ici la règle du comportement humain est de céder aux exigences de l'ennemi, que céder aux exigences de l'ennemi ne suffit pas. Au contraire, adopter une position de faiblesse augmente encore le ressentiment. Au lieu de faire disparaître l'hostilité, la soumission la stimule. L'antisémitisme est indépendant de son objet. Ce que les Juifs font ou omettent de faire n'est pas un facteur déterminant. L'impulsion provient des besoins des persécuteurs et d'un climat politique spécifique. Telle est la dialectique juive de défense des accusations portées contre les Juifs. Ici, sur Terre, tous les peuples se détestent les uns les autres, mais ensemble, ils détestent les Juifs, constatait déjà Mark Twain. Excellente observation. Une aquarelle du XVIe siècle représentait un juif de Worms, c'est une ville en Allemagne, portant la rouelle accompagnée d'une bourse d'or pour illustrer la cupidité des Israélites. Même si dans son étymologie le mot antisémitisme prend une tournure raciale et laïque, il est dès sa création utilisé pour qualifier tous les actes anti-juifs qui peuvent avoir lieu, quel qu'en soit le motif. On peut donc en distinguer plusieurs formes distinctes qui évoluent ou qui évoluèrent au cours de l'histoire, qui ne sont d'ailleurs pas forcément complémentaires et ne s'appuient pas toujours sur les mêmes fondements. L'antisémitisme, dans son acceptation globale, n'est donc pas nécessairement une idéologie raciste, qui d'ailleurs ne devrait se développer que tardivement à partir du XIXe siècle. Ainsi, René Koenig mentionne l'existence d'antisémitismes sociaux, économiques et religieux ou politiques, et il avance que les formes diverses qu'a pris l'antisémitisme démontrent, je cite, que les origines des différents préjugés antisémites sont ancrées dans les différentes périodes de l'histoire. Pour lui, les divers aspects des préjugés antisémites au cours des époques et leur distribution variable au sein des classes sociales rend particulièrement difficile la définition des formes d'antisémitisme. Quant à l'historien Edward Flannery, il distingue lui aussi plusieurs variétés d'antisémitisme, l'antisémitisme économique et politique, l'antisémitisme religieux ou anti-judaïsme, l'antisémitisme de Voltaire et d'autres penseurs des Lumières qui attaquèrent les Juifs sur leur arrogance et leur avarice. Et puis, le dernier, l'antisémitisme racial exprimé par le national-socialisme. De son côté, le documentariste Louis Harpe distingue quant à lui l'antisémitisme économique de l'antisémitisme politique.
et fusionne ce dernier avec l'antisémitisme nationaliste au sein d'un antisémitisme idéologique auquel il ajoute un antisémitisme social avec les catégories suivantes. Religieux, entre guillemets, les Juifs sont les assassins du Christ, d'où leur appellation de peuple déicide. Économique, je cite, les Juifs sont des banquiers et des usuriers obsédés par l'argent. Social, les Juifs sont socialement inférieurs et doivent être tenus à l'écart du reste de la société dans des ghettos et porter un signe permettant de les distinguer des chrétiens, comme la rouelle ou le Judenhut, c'est-à-dire le chapeau juif au Moyen-Âge, ou l'étoile jaune sous le Troisième Reich. Racial enfin, les Juifs sont une race inférieure. Idéologique, les Juifs sont des révolutionnaires complotant pour renverser le pouvoir en place, d'où la dénonciation de judéo-maçonnerie ou de judéo-bolchevisme. Culturel, les Juifs corrompent la morale et la civilisation du pays dans lequel ils vivent par leur culture. C'est ce que Louis Arap définit comme une forme d'antisémitisme qui accuse les Juifs de corrompre une culture donnée et de vouloir supplanter ou de parvenir à supplanter cette culture. Pour Eric Kandel, l'antisémitisme culturel se fonde sur l'idée d'une judéité vue comme une tradition religieuse ou culturelle qui s'acquiert par l'apprentissage à travers des traditions et d'une éducation distincte. Cette forme d'antisémitisme considère que les Juifs possèdent des caractéristiques psychologiques et sociales néfastes. Enfin, Donald Niewyk et Francis Nicosia décrivent l'antisémitisme culturel comme une idée se focalisant sur l'attitude hautaine des Juifs au sein des sociétés dans lesquelles ils vivent. L'antisémitisme religieux concerne l'antijudaïsme et le maranisme, d'où les accusations de profanation d'hosties par les Juifs et de peuples déicides. Un tract distribué à Kiev dans les années 1910, avant le procès du juif Mendel Beilis, accusé de meurtre rituel, recommandait aux parents chrétiens de veiller sur leurs enfants durant la Pâque juive. L'antisémitisme religieux ou antijudaïsme se définit comme l'opposition aux croyances juives et au judaïsme. Il n'attaque donc pas les Juifs en tant que peuple ou ethnie, mais prône même parfois leur conversion. Toutefois, les persécutions peuvent persister envers ces nouveaux chrétiens, suspectés de rester secrètement fidèles à leur religion ou à leur tradition, comme ce fut le cas des marins juifs espagnols et portugais, en principe convertis au catholicisme à partir du XVe siècle, et qui, pourtant, continuaient à pratiquer en secret. Influencé au milieu du XXe siècle, notamment par l'historien juif Jules Isaac, en 1962, dans l'enseignement du mépris, vérité historique et mythe théologique, le pape Jean-Paul II, oublieux des causes qui les avaient engendrés, fit repentance
pour les persécutions commises envers les Juifs. Quant au Concile Vatican II, il supprimait la prière dite aux Juifs perfides, pro perfidies Judei, de la liturgie du Vendredi Saint, considérant les Juifs désormais comme nos frères aînés dans la foi. Oubliant, escamotant ainsi sciemment, petit détail, la crucifixion du Christ. Aujourd'hui, depuis Vatican II, et plus encore depuis le décret Nostra Aetate, la nouvelle alliance que Dieu a conclue avec l'Église catholique prétend s'ajouter à l'ancienne alliance jadis nouée avec Israël, qui redevient ainsi commodément le peuple élu. Le théologien Jean-Michel Garrigue explique que cette doctrine de substitution fut la cause pendant près de 2 millénaires des persécutions infligées au peuple juif par l'Église et en la condamnant comme déicide. Les Juifs étaient accusés des crimes rituels au travers des légendes dans les mondes d'enfants pour des sacrifices. C'est là l'une des accusations antisémites les plus anciennes de l'histoire. Du meurtre d'Andern von Rijn en 1492 jusqu'à l'affaire Baylis en 1911. Et il y en a d'autres aussi. Selon l'historien Walter Laqueur, il y aurait eu plus de 150 accusations et probablement des milliers de rumeurs de ce type dans l'histoire. Selon cette thèse, l'antijudaïsme en Europe proviendrait aussi d'une méconnaissance des traditions de la religion juive, perçue comme étrange et maléfique. Par exemple, le mot Shabbat, employé pour décrire le jour de repos hebdomadaire sacré des Juifs, l'équivalent du dimanche pour les chrétiens, deviendrait une évocation du culte de Satan. De même, le nez crochu, prêté aux Juifs. Prêté aux Juifs? Pourquoi? Pourquoi prêter? N'est-ce pas la réalité? Fut ensuite attribué aux sorcières. Quant aux rituels juifs, ils sont considérés comme sataniques dans les légendes créées par cet anti-judaïsme. Dans cette tentative de déculpabilisation des Juifs, il est invoqué qu'en 1391, le royaume d'Espagne fut le théâtre de baptêmes sanglants par de nombreuses conversions forcées de Juifs. Pour échapper aux pogroms populaires, ils se convertissaient en masse sans que leur conversion soit fidèle. En Espagne, comme en France, ce fut toujours sous la pression populaire, excédée par les agissements juifs, dont la sorcellerie et le rapt d'enfants, Goy, qu'en 1492, par le décret d'Alhambra, le roi catholique expulsa les Juifs d'Espagne. C'est cette mesure qui fut à l'origine de la diaspora séfarade. Rapidement, il fut constaté que les Juifs convertis continuaient à pratiquer leur religion en secret. C'est pourquoi plusieurs professions furent interdites à ces nouveaux chrétiens, bien que beaucoup de ces nouveaux chrétiens, instruits dans la religion catholique depuis plusieurs générations, aient été sincères. On compte parmi eux notamment le futur saint Ignace de Loyola, qui fut le fondateur des Jésuites.
Du fait de cette méfiance, dans les familles catholiques ibériques, on en vint à demander des certificats de pureté de sang, contrôlés par l'Inquisition, avant de contracter mariage ou pour exercer telle ou telle profession. Nombre d'entre eux fuirent l'Espagne et le Portugal, et une fois relativement sécurité en France, en Turquie, au Maroc, aux Pays-Bas ou en Angleterre, à partir de Cromwell notamment, ils y pratiquèrent à nouveau la religion de leurs ancêtres. Ce fut donc là le phénomène du mahanisme, porteur d'une mémoire secrète, souterraine, cachée, du fait de la disparition des synagogues, des textes et de l'impossibilité de suivre les rites. Certains d'entre eux, qui maintenaient la mémoire de leurs origines, c'est-à-dire les Marans, furent accusés de judaïser en secret lorsque la situation le leur permettait. Nombre de descendants de Marans, ce qu'on appelle les chrétiens convertis, entre guillemets, ont essaimé en Europe avec des destins divers, et jusqu'en Amérique ou même en Asie, où l'Inquisition continua à les poursuivre longtemps après leur départ du vieux continent pour tenter d'en faire disparaître le judaïsme. Et puis, l'antisémitisme économique. Il est caractérisé par l'idée que les Juifs produiraient des activités économiques nuisibles à la société, ou bien que l'économie deviendrait nuisible lorsqu'elle est pratiquée par ceux-ci. Un dessin paru en Hongrie en 1919, du temps du communisme, est révélateur à ce sujet. Il représentait un commissaire du peuple juif volant son pays sans égard pour le soldat estropié et médaillé, avec l'inscription « Tout est à nous ». Les accusations antisémites liaient essentiellement les Juifs à l'argent et à l'avidité, les accusations d'être cupides, de s'enrichir aux dépens des non-juifs ou de contrôler le monde des finances et des affaires. Ce rejet fut développé entre autres par les protocoles des sages de Sion, un prétendu faux selon les Juifs, qui s'en défendent, qui décrit le projet de conquête du monde par les Juifs. Or, les dénégations des Juifs s'effondrent devant la constatation que tout ce qui a été annoncé dans les protocoles s'est accompli. Ce texte fut repris dans le Dearborn Independent, un journal publié au début du XXe siècle par Henry Ford Ier, ce qui lui valut de nombreuses grèves dans ses usines, jusqu'à ce qu'il retire le texte en s'excusant. Cette affirmation de la puissance juive allait d'ailleurs exacerber l'antisémitisme. Remplaçant peu à peu l'antijudaïsme, cet antisémitisme prend son essor, comme l'antisémitisme racial, au cours du XIXe siècle, parallèlement au développement du capitalisme industriel dans le monde occidental. Il sera incarné en France par Édouard Drummond dans son ouvrage capital que je vous recommande de lire, La France juive. L'historien Derek Prenzlau explique que ces allégations s'appuient sur les impulsions suivantes. Les Juifs sont naturellement incapables d'exercer un travail honnête. Les Juifs dominent une cabale financière cherchant à assujettir le monde.
Penzlar avance également l'idée que l'antisémitisme économique se distingue aujourd'hui de l'antisémitisme religieux, qui est, lui, souvent feutré. Souvent feutré. Il a parfaitement raison, car l'Église aujourd'hui ne se défend plus devant la mainmise juive sur les médias. Abraham Foxman en relève quant à lui 6, a priori communs aux accusations. Tous les juifs sont riches, les juifs sont avare et cupides, les juifs puissants contrôlent le monde des affaires, la religion juive prône le profit et le matérialisme, les juifs n'hésitent pas à berner les goïs, les juifs utilisent leur pouvoir au service de leur communauté. Finalement, le lien du juif à l'argent est résumé par la constatation de Gerald Krefetz, je cite, « Les juifs contrôlent les banques, la réserve monétaire, l'économie et les affaires de la communauté, du pays, du monde, etc. » La lutte envers cet antisémitisme allait voir le jour en France au XVIIIe siècle et allait aboutir sous la Révolution au décret d'émancipation de 1790-1791. Le 23 décembre 1789, à l'Assemblée constituante, Maximilien de Robespierre, dans l'ère du temps de la Révolution, qui, comme vous le savez, a été agencé par l'argent juif, expliquer la situation dans ces termes romantiques déconnectés de la réalité. Je cite. On vous a dit sur les Juifs des choses infiniment exagérées et souvent contraires à l'histoire. Ce sont au contraire des crimes nationaux que nous devons expier en leur redonnant les droits imprescriptibles de l'homme dont aucune puissance humaine ne pouvait les dépouiller. En leur imputant encore des vices et des préjugés et l'esprit de secte et d'intérêt, les exagère. Mais à qui pouvons-nous les imputer si ce n'est à nos propres injustices? Après les avoir exclus de tous les honneurs, même des droits à l'estime publique, nous leur avons laissé que des objets de spéculation lucrative. Rendons-les au bonheur, à la patrie, à la vertu, en leur rendant leur dignité d'hommes et de citoyens. Maximilien de Robespierre. Quelle utopie! Robespierre faisait ainsi allusion aux mesures discriminatoires prises au Moyen-Âge contre les Juifs, qui les confinaient aux professions commerciantes. À peu près au même moment, avec une ironie mordante, Camille Desmoulins, dans son étude « Les révolutions de France et de Brabant », sous-entend que le citoyen actif relativement fortuné, dont le nombre est assez restreint, devrait en plus justifier du prépuce. Je cite, « Ne serait-ce pas en effet le comble de l'absurdité si avec la quittance du marque d'argent, il fallait encore justifier du prépuce. » C'est tout comme à cette époque-là, on osait encore dire des choses. Des textes comme ça, aujourd'hui, sont impubliables. C'est pour ça que je me fais un certain plaisir, sinon un plaisir certain, à les citer. En 2019, le site lemonde.fr publie un article dans sa rubrique « Les décodeurs » dans lequel, très politiquement correct, il affirmait que contrairement aux allégations complotistes qui pullulent à ce sujet, disait-il, je cite,
le système bancaire mondial n'est pas entre les mains de la banque Rothschild, c'est-à-dire des Juifs. J'avoue qu'il faut oser. Aussi, comment s'étonner que l'antisémitisme économique ne soit pratiquement pas évoqué dans l'ouvrage du Service national pour les relations avec le judaïsme de la Conférence des évêques de France. Paru en juin 2023 sous le titre « Déconstruire l'antijudaïsme chrétien ». Ce qui confirme que l'Église moderne ne combat plus le judaïsme déicide. Le mot n'apparaît qu'à la page 134 qui énumère les différentes formes d'antisémitisme, religieux ou antijudaïsme, racial, économique et culturel. Il est mentionné en s'en indignant, pages 140 à 141, que le document Les protocoles des sages de Sion est encore édité et circule abondamment. Or même, le libéral Victor Hugo, idole de la République, dans son roman Notre-Dame de Paris, publié en 1831, reflétait l'antisémitisme de son époque. L'un de ses personnages spécule sur ce à quoi doit ressembler le mystérieux Quasimodo, et il lâche. Je cite. « J'imagine que c'est une bête, un animal, une progéniture d'un juif et d'une truie. Bref, quelque chose qui n'est pas chrétien et qui devrait être jeté dans l'eau ou dans le feu. » Victor Hugo. Victor Hugo. C'est bon à savoir, ça. Avec pareille profession de foi, vous comprendrez que Victor Hugo serait aujourd'hui poursuivi pour antisémitisme, ce qui démontre à la fois la liberté d'expression de son époque et la mainmise juive sur la nôtre. On perçoit à quel point notre époque est vassalisée par les Juifs par ce rappel de ce que la monarchie faisait pour défendre le royaume. En juillet 1306, Philippe le Bel expulsait les Juifs de France en confisquant leurs biens et leurs possessions. Ces mesures entraient dans le cadre d'une reprise en main des finances royales, car il s'empara aussi des biens des Lombards, en 1277. La suppression de l'ordre des Templiers de 1307 à 1312 allait suivre. On peut dire d'ailleurs à ce propos que Philippe le Bel est un roi pesteux, selon l'appréciation que l'on porte sur lui. Soit l'approbation de sa politique sage de défense du royaume en le défendant contre les Templiers dévoyés, et dont la puissance militaire devenait dangereuse, d'où leur expulsion et leur condamnation, soit de rejet de la part de ceux qui voient ou qui voyaient dans les Templiers un instrument de conquête du pouvoir en France et l'affaiblissement du christianisme qui le sous-tendait. C'est d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez lu, l'objet du roman du juif Maurice Druon dans son livre « Le roi maudit ». Il dénonce justement les rois très chrétiens dans leur défense du christianisme.
Après plusieurs expulsions suivies de nouvelles infiltrations, les Juifs furent à nouveau expulsés en 1394 sous Charles VI, qui à l'évidence n'était pas aussi fou que l'histoire l'a bien décrit. Vous savez qu'on parle toujours de Charles VI le fou, mais apparemment il n'était pas si fou que ça. Il avait compris le danger. Il n'y a pas qu'en France que la présence des Juifs posa des problèmes. Un texte trouvé sur Telegram de Rothschild Banking Family décrit la première migration juive en Angleterre. Ils y arrivèrent pour la première fois en 1166, à la suite de la victoire de Guillaume Ier sur le roi Harold à Hastings le 14 octobre. Ils étaient originaires de Rouen, pas loin de là où était né Guillaume le Conquérant, sous le nom de Guillaume le Bâtard. Bien que les documents historiques n'indiquent pas s'il promouvait ou non l'idée d'une invasion militaire en Angleterre, ces Juifs l'avaient au minimum financé. C'est d'ailleurs ce qu'on allait retrouver plus tard dans le financement de l'invasion de la péninsule ibérique par les Juifs d'Afrique du Nord. Pour le peuple anglais, les conséquences furent désastreuses. En percevant des taux d'intérêt de 33% sur les terres hypothéquées par les nobles et 300% par an sur les outils de travail ou les biens immobiliers, un quart de toutes les terres anglaises passèrent aux mains des usuriers juifs en l'espace de 2 générations. On déclara, après sa mort en 1186, qu'Aaron de Lincoln, c'est-à-dire la ville de Lincoln, était l'homme le plus riche d'Angleterre et on a estimé que sa richesse dépassait celle du roi Henri II. De plus, les immigrants juifs sapèrent l'éthique des guildes et ils allaient exaspérer les marchands anglais en vendant une large variété de produits au même endroit, ce qui était plus facile pour le client. Ils eurent ainsi un rôle majeur dans le rognage des pièces d'argent et leur fusion lingot, ainsi que l'étamage de l'argent avec de l'étain. Après plusieurs expulsions, suivies de retours subreptices, les Juifs furent définitivement expulsés en 1394 sous Charles VI. Le comtat venessin, alors enclave pontificale, devint une terre de refuge pour les Juifs après les expulsions, car ils ne dépendaient pas de la couronne de France, mais de l'Église, d'où leur dénomination de Juifs du pape. De même, l'Espagne devint un autre refuge pour les Juifs, mais leur condition se dégrada entre 1391 et l'expulsion en 1492, après les mesures prises par les rois catholiques au travers du décret d'Alhambra pour confronter le christianisme dans l'ensemble du pays après l'achèvement de la Reconquista. Les Juifs espagnols se réfugièrent un temps au Portugal, mais le roi Manuel Ier prenait en 1497 le même type de disposition envers les Juifs, c'est-à-dire le baptême ou l'exil. Les Juifs se réfugièrent alors aux Provinces-Unies, c'est-à-dire l'actuelle Hollande, dans l'Empire ottoman, en Afrique du Nord, en Amérique, où ils seront encore poursuivis par l'Inquisition. 3 siècles plus tard, ce que l'on appelle le Code noir, ordonnance sur la police des nègres dans les îles, ordonnait
que l'expulsion des Juifs des colonies françaises ordonnait l'expulsion des colonies françaises. Ce fut la Révolution française qui allait améliorer leur statut. Mais les Juifs durent patienter, et ce ne fut que par le décret d'émancipation adopté le 27 septembre 1791, qui devint la loi en novembre de la même année, qui reconnut la citoyenneté française aux Juifs de France. Cependant, les Juifs sont aussi l'objet d'attaques et de persécutions de la part des Jacobins et de représentants en mission lors des mouvements antireligieux de la Terreur. En avril 1794, c'est encore Zadkine Hurwitz qui demande des explications à Saint-Just sur le nouveau décret interdisant aux étrangers de résider à Paris et dans les ports français. Ces persécutions allaient s'arrêter à la chute de Robespierre, et le Directoire qui prend sa suite fut une période de relative tranquillité pour la communauté juive. Cependant, l'antijudaïsme est toujours présent. Ainsi, Jean-Baptiste Aubert du Baillet, capitaine au régiment du Bourbonnais, alors en garnison à Metz, publiait en 1787 un libellé intitulé « Le cri du citoyen contre les Juifs ». Il est si violemment hostile aux Juifs que le Parlement de Metz ordonna sa destruction, ce qui n'empêcha pas d'ailleurs du Baillet de devenir ministre de la guerre sous le Directoire en 1795. Le 17 mars 1808, Napoléon faisait passer un décret envers les Juifs, et particulièrement envers les Juifs alsaciens, décret qui sera surnommé « décret infâme » par ceux-là même qu'il touchait. En septembre 1807, le crédit était réglementé et devant les abus des prêteurs juifs, les taux d'intérêt furent limités à 5%. Tout à l'heure, je parlais de 33%. En septembre 1807, le décret 1808 prévoyait toute une série de cas pouvant entraîner l'annulation des créances. Et ordonnait aux commerçants juifs de se faire délivrer par les préfets une patente annuelle, mais qui était révocable. De plus, les Juifs devaient satisfaire à la conscription et n'avaient plus la possibilité de payer un remplaçant. Enfin, les Juifs n'eurent plus le droit d'immigrer en Alsace, mais ne s'appliquaient pas aux Juifs de Bordeaux, de Gironde et des Landes, car n'ayant donné lieu à aucune plainte et ne se livrant à aucun trafic illicite. Les Juifs de Paris et de Bayonne en seront aussi exemptés. Ce décret n'était valable que pour 10 ans et ne fut pas renouvelé sous la Restauration, ce qui en son doute appauvrit considérablement les Juifs. L'antisémitisme en France, à la fin du XIXe siècle, est remarquable par son activisme et sa popularité, comme le prouve le nombre impressionnant et la virulence des publications antisémites en France, dont en particulier La France juive d'Édouard Drumont et son journal La Libre Parole. Un de ses partisans,
Max Régis, maire d'Alger, responsable des journaux L'Anti-Juif et L'Anti-Juif algérien, sera élu à la tête de la Ligue anti-juive. Cet antisémitisme imprégna à peu près presque toute la droite française, comme on le verra au moment de l'affaire Dreyfus et du scandale de Panama. Lié au nationalisme et au racialisme, l'antisémitisme devint alors un des thèmes majeurs de l'extrême droite. Ce qui est intéressant de noter, c'est que l'antisémitisme n'épargne pas entièrement la gauche, en partie et en particulier parmi une minorité de représentants du syndicalisme révolutionnaire, d'où émergea un fascisme à la française. Drummond lui-même trouva son inspiration dans les antisémitismes de droite comme de gauche, dont il réalisa la synthèse, ce qui explique son succès. C'est pour cette raison que Francis Laure, boulangiste et antisémite, entendit mener une campagne basée sur l'antisémitisme en janvier 1890 à Paris pour redresser le boulangisme qui était en perte de vitesse. L'antisémitisme de droite est un antisémitisme d'origine religieuse très ancienne, sous le thème du peuple déicide, développé dans les publications catholiques, particulièrement La Croix, quotidien catholique fondé en 1883. Petite parenthèse, ce même quotidien La Croix qui existe toujours aujourd'hui a quelque peu changé de bord. Il se proclamait le journal le plus anti-juif de France. Ça a quelque peu changé. Activé par un nationaliste français revanchard à la suite de la guerre franco-prussienne de 1870-71. À cet anti-judaïsme traditionnel se juxtapose aujourd'hui un antisémitisme moderne lié aux thèses racialistes, affirmant la supériorité de la race blanche qui sera fondée sur la science telle que l'anthropométrie, la craniométrie, etc. Les thèmes du juif errant ou du cosmopolite sans racines s'y mêlent aussi. De son côté, l'antisémitisme de gauche se mêle à l'anticapitalisme, au nationalisme républicain et à l'anticléricalisme, considérant que le capital est aux mains des juifs, suceurs de sang, et que ceux-ci ne sont pas de véritables patriotes. Ces idées allaient expliquer l'atmosphère politique liée à l'affaire Dreyfus. Lors de son débarrage en 1894, touchant la justice militaire, l'état-major des armées, et qui fut exacerbé par l'affaire des fiches. L'opinion à l'époque considérait que la religion de Dreyfus présupposait une sympathie envers les Juifs et qui animait le secteur de l'armement en Allemagne et qu'un tel sentiment constitue le mobile de sa trahison. Ce ne fut que plus tard qu'une fraction dissidente de la gauche républicaine avec Georges Clemenceau et Émile Zola, inspiré par Bernard Lazare, allait combattre cette approche antisémite et susciter une grande confusion dans les partis de droite et de gauche en France. Le phénomène de l'antisémitisme de gauche est essentiellement un antisémitisme économique ou scientiste. Il émane surtout de personnalités de gauche, tels Auguste Blanqui et ses disciples,
déçus du dreyfusisme, et les socialistes hostiles à Léon Blum. Cette ultra-gauche sera le ferment de la gauche antiparlementaire et du négationnisme. Et ainsi, les propos antisémites et racistes de Pierre-Joseph Proudhon auront une influence sur le mouvement ouvrier français. Selon l'historien Jean Garrigue, l'antisémitisme de gauche remonte au début du XIXe siècle, quand certains socialistes utopiques ont estimé qu'il existait un complot des élites économiques contre le pays et y intégrèrent une dimension antisémite. Ainsi, Alphonse Toussenel, disciple de Charles Fourier, publiera un livre au titre « Les Juifs, rois de l'époque ». Et Fourier appellera à revenir à l'émancipation des Juifs et demande la réglementation de leur activité économique. De même, en 1885 à 1893, la Revue socialiste publiera plusieurs articles antisémites, Jules Vallès notamment, illustrera cette méfiance à l'égard des Juifs, exploiteurs, en s'appuyant sur le crash de 1892 de l'Union Générale, qui était une banque catholique créée 4 ans auparavant pour lutter contre les banques juives et protestantes. Ce qui sera attribué au Rothschild et dont s'inspira notamment le livre « L'argent » d'Émile Zola en 1890. Des chanceliers défendant l'ouvrier, la veuve et l'orphelin, tels Jules Jouy, proche de Zola et de Vallès, basculèrent dans l'antisémitisme radical vers 1888-1889. De même, le Parti communiste devait se distinguer par un certain antisémitisme dirigé contre le chef de la socialiste SFIO de Léon Blum. Si dans la seconde moitié du XXe siècle, du fait de la défaite du Troisième Reich, l'antisémitisme a disparu des grandes formations de gauche, des négationnistes tels Paul Racinier ou Pierre Guillaume critiquent toujours Israël. Certaines attitudes du Parti communiste français, telle l'occultation du rôle des Juifs dans la résistance, ou du caractère antisémite des procès de Prague, 1952, du complot des blouses blanches, 1953, confirment cet antisémitisme persistant à gauche. On pourrait ainsi continuer longtemps dans l'énumération de tous ces exemples d'antisémitisme qui touchent la droite comme la gauche. Mais ces quelques exemples me semblent suffisants pour illustrer ce phénomène universel et de tous les temps qu'est l'antisémitisme. On ne peut donc en conclure que si l'antisémitisme est aussi répandu, court de l'Antiquité jusqu'à l'époque moderne, c'est qu'il représente un phénomène d'autodéfense existentielle de quelque bord que ce soit. Merci de votre attention. C'est vraiment intéressant parce que ça montre bien que ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réaction d'autodéfense. Claire et nette, à toutes les époques. Donc, au lieu de s'en plaindre, il faudrait essayer de comprendre pourquoi. Vous avez des questions ?
Alors, Annie Kriol dans le Figaro a souvent... Qui donc? Annie Kriol dans le Figaro. Oui, que je ouais. A souvent dit qu'effectivement, s'il y avait de l'antisémitisme, c'était bien de leur faute. Enfin, il l'a dit de façon très Tout à fait. diplomatique. Ah, mais il est remarquable. Mais- Annie Kriol est une femme remarquable. Elle les avait débusqués. Elle est d'une honnêteté intellectuelle remarquable. Tout à fait. Pour une juive, Emmanuel Todd dit la même chose. Hein. Oui, probablement. hein, Et alors, au sujet de l'antisémitisme chez les chrétiens, il y a eu quelques années à la télévision des émissions, je crois, par rapport à l'antisémitisme chrétien sur qui avait tué Jésus, enfin, etc. Et, inéluctablement, c'était les Romains qui avaient tué Jésus. Ah oui, bien sûr. Que son sang retombe sur nos têtes, on n'en parlait pas. C'était... Ah non, mais ça, c'est imparable. Quand on fait ces rappels-là, on ne peut pas répondre. C'est pour ça, quand chaque fois que j'entends les accusations d'antisémitisme, je dis, bon, d'accord, mais pourquoi? En plus, le terme C'est de- pas tout de condamner. Il faut savoir pourquoi, remonter aux causes. le Ce n'est terme- pas une lubie de l'esprit de certains esprits malades. C'est une réaction d'autodéfense. C'est pas compliqué. De tous les peuples, à toutes les époques. Oui, vous avez parlé de 12 à 13 expulsions des Juifs de France. Donc 13 par... c'est qualifié par le CRIF et vous estimez... Tout à fait, exactement. Mais, Bravo. moi je m'étonne, comment ça se fait que les rois de France qui avaient compris cette problématique-là vis-à-vis des Juifs, Comment se fait-il que que les rois de France qui avaient compris cette problématique-là vis-à-vis des Juifs et donc le danger qu'ils représentaient, comment se fait-il qu'en fait ils soient toujours revenus en France en fait, et qu'il a toujours fallu les expulser? Ah, mais parce qu'ils se réinfiltrent. Systématiquement. Systématiquement. Mais c'est pour ça. Ils essaient toujours de revenir parce que la place est rentable, apparemment, donc ils essaient de revenir. Mais c'est pour ça, c'est ça la grande différence entre l'époque de la monarchie où les rois tout de même veillaient à la défense du royaume et du peuple français, et ils faisaient ce qu'il fallait faire pour protéger. Mais les Juifs, systématiquement, ils sont chassés par la porte, ils rentrent par la fenêtre ou par le soupirail. Donc il faut recommencer indéfiniment. Et c'est vrai partout. Oui, en fait, si on regarde aujourd'hui, en fait, la plupart des Juifs qui sont derrière le suprémacisme juif et Israël, tout ça, mais il y a aussi des non-Juifs qui sont alliés aux Juifs. Par exemple, je pense aux États-Unis d'Amérique, il y a beaucoup de goy aussi qui sont... Notamment les protestants. Mais dans les pays musulmans, dans les milieux laïcs, il y a des gens qui sont complètement de mèche avec eux. Et alors, en fait, Israël est vu comme le défenseur du bloc atlantiste au Proche-Orient, en fait. C'est un peu... alors qu'au début de l'islam, ils étaient plutôt du côté de l'islam, les Juifs, à un moment donné. Enfin, ils changent d'alliance, en fait. Et aujourd'hui, c'est vraiment... Ils défendent... C'est un peu la domination judéo-occidentale, en quelque sorte, qui représente Israël. Ils changent d'alliance suivant les époques. Et voilà, C'est-à-dire qu'il faut voir que le monde juif a infiltré tous les milieux. Alors, il y en a qui s'en défendent. Et puis il y a ceux qui acceptent. Et qui se mettent sous la tutelle. Et aujourd'hui, prenez la politique de tous les pays occidentaux, ils sont sous la tutelle. Donc, mais la réalité est la réalité. Vous avez évoqué les fortes publications antisémites au XIXe siècle. Qu'est-ce qui explique cette poussée-là? Moi, je m'étais dit que peut-être c'était en fait une connaissance des intellectuels français de l'époque, de l'alliance, enfin une connaissance de la franc-maçonnerie et donc liée
liées aux Juifs, et du coup, c'est ça qui aurait pu expliquer cette montée en puissance des publications. Je pense qu'il y a de ça, incontestablement, vous avez raison, je pense qu'il y a de ça, mais je pense que... Qu'est-ce qui explique, je ne sais pas, pourquoi ça a explosé au 19e siècle, je ne sais pas. Peut-être parce que la poussée juive était telle, ça devenait imperceptible et que ça ne pouvait que provoquer une réaction. Puisqu'à partir de ce moment-là, on est à peu près 100 ans après le début de la Révolution française. Oui. Donc ce qui peut expliquer aussi que par la pratique, les intellectuels français réagissent à ça. Ah ben, on a vu les conséquences, quoi. Mm. Je dirais que c'est plutôt la montée de la finance. Pas d'autres questions? Si. Bon, c'est une question un peu à la marge, en fait, parce que quand vous étiez dans le milieu médical, il y a pas mal de gens d'origine juive. Quelle était votre relation avec... dans le milieu médical, en fait, Oui. il y a pas mal de médecins d'origine juive. Oui. Quelle était votre relation avec eux? De mémoire, je n'ai pas eu de relation. De mémoire, je n'ai pas eu de relation. Par contre, ce que je peux dire, c'est que ils ont tout fait pour me casser ma carrière. Au travers de l'ordre des médecins. Non, j'ai toujours été en lutte, si j'ose dire. Ils savent très bien quels sont leurs ennemis, de même que nous on les connaît. Donc eux nous connaissent. Ils savent qui il faut attaquer. Ça ne m'a pas empêché de vivre, de survivre et de continuer à dire ce que je voulais dire. Il ne faut jamais se coucher. D'abord, quand on se couche, ça ne fait que renforcer le cas de l'adversaire. Donc, il faut toujours réagir. Je suis un affreux réactionnaire. Et Stéphane Blais, qui les a combattus jusqu'au bout, a payé très cher. Puisqu'il il a remonté l'affiliation de la simple, des simples francs-maçons jusqu'au sommet. Et le Nab de Meurith qui chapeautait toute la franc-maçonnerie. C'est ce qui arrive à certaines formations honnêtes qui finissent par comprendre comment ils sont utilisés et trompés. C'est ce qu'il avait compris. D'où son suicide. Non, il était dépressif, il paraît. Bah, j'ai dit suicide avec un petit sourire tout de même. C'est pas l'impression qu'il donnait quand on voyait ses vidéos, qu'il avait l'air dépressif. Qu'il avait l'air. Mais non, mais évidemment. Mais j'étais en correspondant avec lui quelques temps avant qu'il ne se suicide. Par la fenêtre? Il est tombé par la Oui, fenêtre. par la fenêtre, tout à fait. Après, il était malade, hein. Il avait un problème. Non, mais c'est comme avec ceux qui quittent la maçonnerie, c'est jamais très très bien vu. Donc souvent, il y a des petits accidents qui arrivent opportunément. Pour donner une leçon à ceux qui seraient tentés de suivre la même voie. Pareil, vous avez parlé du maranisme, et donc du secret qui était lié au maranisme, du coup, pour cacher le fait qu'ils poursuivaient leur religion. Et c'est ce qu'on retrouve exactement les mêmes techniques avec la franc-maçonnerie. Bah, évidemment. Voilà. Donc en fait, on duplique... De toute façon, la maçonnerie est une création juive. Bon, je n'ai pas le livre La maçonnerie, puisque la précédente édition est épuisée. Je pense pouvoir avoir le mois prochain la nouvelle édition de mon livre La maçonnerie qui sera très largement augmentée. Je démontre tout cela sur base de leurs propres textes, de juifs et de francs-maçons qui revendiquent la chose. Ils le disent eux-mêmes. Et vous disiez aussi que c'était Jean-Paul II qui avait un peu réhabilité les juifs, l'Église catholique, mais apparemment Jean-Paul II aurait des origines juives. Apparemment Jean-Paul II aurait des origines juives. Effectivement. De la même manière que Paul VI et Benoît XVI, apparemment. Ouais.
Alors, Paul VI, je n'en suis pas sûr, pas plus que pour Benoît XVI. Mais Jean-Paul II, oui. Et Benoît XVI, on avait vu avec la triade sur la tête avec l'étoile de David. Benoît XVI, pour moi, c'est une énigme, parce qu'il y a des choses pas mal chez lui. C'est une énigme. Et je pense qu'on peut dire qu'il y a eu plusieurs, ou tout au moins 2 périodes chez Benoît XVI. Et pas sans intérêt. Mais après, il a quand même beaucoup contribué à Vatican II. Apparemment, il aurait été intellectuel. Ah, mais c'est évident, mais je vous dis, il y a 2 époques. Chez lui, il y a 2 époques. Il y a eu l'époque Vatican II, justement, et je pense qu'après, il a compris tout de même qu'il s'était quelque peu fourvoyé. Après, vous évoquiez aussi lors de la conférence les crimes rituels juifs. Donc les crimes rituels juifs au Moyen-Âge. Oui. Donc, n'ont jamais été prouvés, mais il y a eu beaucoup de soupçons. Mais bizarrement, on retrouve les mêmes choses à notre époque, puisque c'est évoqué à travers Pierre Benarmias pour les survivantes. Tout à fait. Il y a beaucoup de témoignages qui vont désormais dans ce sens-là, qu'il y aurait des crimes rituels sur les enfants, en plus de la pédophilie. Tout à fait. Par les élites. Ça, c'est mal, oui, tout à fait. À New York, les sous-sols, là. Hein? Oui, voilà. À New York, ils ont retrouvé les tunnels, les fameux tunnels. Et d'ailleurs, on trouve souvent des crânes chez des anciens francs-maçons, comme Franklin. Tout à fait. Une fois qu'on fouille dans les maisons, et après leur mort, on trouve des crânes, enfin, de multiples crânes. Tout ça est très bizarre. Mm. Mais au Moyen-Âge, c'était prouvé. Hein. Par exemple, le petit Saint-Simon. Saint-Simon, c'était un enfant italien. Il a été canonisé, c'était un enfant martyr des Juifs. Oui. Ah, d'accord. À Haute-Trente, je crois. Non, pour le Moyen-Âge, pour moi, ça n'avait jamais été vraiment prouvé, c'était des soupçons. Je ne sais pas si c'est véridique sur le Moyen-Âge. On n'aura jamais la preuve, mais bon, preuve indirecte, tout de même des preuves indirectes. En fait, le problème, c'est comment on peut expliquer que dans plusieurs pays des cas qui ne se connaissent pas, il y avait toujours le même soupçon qui pesait sur la même chose. Oui. Les mêmes pratiques. Les pays, des fois, n'avaient aucune communication. C'est ce que je disais à propos de l'antisémitisme. C'est donc, de tout temps, dans tous les pays. Dans tous les pays, et c'est toujours les mêmes accusations. Donc, mais aujourd'hui, en fait, le problème, c'est plutôt la judéophilie. Le problème aujourd'hui, c'est la judéophilie de certains non-juifs, en fait, complètement. Comment vous expliquez ça, en fait? C'est pas que l'intérêt, c'est par intérêt. Fondamentalement par intérêt, soit pour promouvoir leur carrière, soit par intérêt matériel, tout simplement. Ah, non, c'était... Mais moi, en fait, ce que je comprends pas, c'est que quand je pense que dans tous les âges, ils se sont cachés, les meurtres, ils se sont toujours cachés derrière des nations, derrière des politiques, même récemment, même jusqu'à la guerre de Libye, le massacre en Libye, etc., où ils se cachaient derrière l'OTAN, etc., et que maintenant, sur Gaza et sur le Liban, ils ne se cachent plus. C'est-à-dire qu'ils y vont direct, ils bombardent direct. Et est-ce que c'est pas parce que, justement, ils sont vraiment dans leur délire messianique et ils pensent que c'est bon, le Messie va arriver? Ah, mais certainement. Là, c'est la première fois qu'ils ne se cachent plus. Ils se cachent plus, c'est-à-dire qu'ils se font des films, ils massacrent les bébés, ils massacrent les enfants. Tout ce dont vous avez parlé, maintenant ils se cachent plus. Hein. C'est-à-dire que là, ils se filment comme ça on est tranquille. Et parce qu'ils pensent vraiment qu'il y a l'avènement du Messie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui peut. Le Mashiach. Mais c'est vraiment la première fois qu'ils le font devant tout le monde. Et les gens qui se présentaient toujours comme des humanistes, comme Bernard-Henri Lévy, par exemple, en fait, c'est un suprémaciste juif, complètement un psychopathe, en fait. Ce sont des psychopathes qui contrôlent les médias. Bien entendu. Ils ont compris depuis longtemps déjà qu'il fallait... C'était le rôle... C'est ce qu'ils ont fait au travers de la maçonnerie. Parce que la maçonnerie est une création juive dès le départ. Donc c'est par là qu'ils ont compris qu'il fallait contrôler l'opinion publique au travers des médias, donc infiltrer les médias. Et ils contrôlent la démocratie aussi avec
des faux opposants qui en fait sont tous sous contrôle. Schwab l'a dit, hein, ils ont La démocratie, c'est quoi ça? La démocratie, voilà, c'est une arnaque. Claude Schwab l'a dit, ils ont infiltré tous les gouvernements et aujourd'hui sont suffisamment puissants. En fait, Ouais, comment en fait, ils ont infiltré tous les gouvernements d'Europe et. Ah oui, pas d'Europe, pas simplement d'Europe. Tous les États-Unis. Bah, les États-Unis. Oui, mais les États-Unis, on le sait depuis un moment. Enfin, ce que je veux dire, ce sont des grands. Au Moyen-Orient. Et ceci dit, il y a incontestablement un antisémitisme latent partout. Oui. Il est plus latent, Partout, justement. partout. Parce que moi, ce que je comprends la pas, plupart c'est des pays par ont exemple- quitté la salle quand le Premier ministre israélien a voulu s'exprimer. La plupart des pays ont quitté la salle. Alors, il y a les pays d'Europe. Netanyahou, criminel de guerre. Oui, mais quitter la salle, pour moi, c'est C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant, c'est pas suffisant. Ça, c'est pour laisser des traces dans l'histoire, du genre, Ouais. on a fait quelque chose, mais s'ils voulaient faire quelque chose, ils auraient fait comme pour Kadhafi. Hein. C'est Saddam Hussein, c'est ils auraient déjà évident, fait, c'est hein. pas suffisant. Voilà. Donc, des gestes symboliques, il y en a plein depuis 1 an et demi, mais bon, pour l'instant, les gamins, ils sont en train de crever. Hein. Et voulez-vous, tant que les Israéliens bombarderont les populations civiles palestiniennes avec des bombes Et Libanais, américaines, non il faut cesser d'envoyer les bombes humanitaires. Et à du Israël. matériel français. Hein? Et du matériel français. Ouais. Et Netanyahou qui se fait passer pour un Oui, un homme de paix, oui. Non, mais il parle surtout d'antisémitisme. Il se fait passer pour un sémite, alors que c'est quelqu'un qui vient de Pologne, je crois, ou d'Ukraine, sa famille. Donc voilà, il n'a rien de quelqu'un de sémite, en fait. Il est pas sémite. Hein. Ils se font tous en passer pour des victimes. Non, c'est la langue, c'est langue. Il parle hébreu, donc c'est Ils sont pas d'origine. En fait, c'est juste, Les vrais sémites sont les Palestiniens, descendants des Hébreux directs. Eux aussi sont mélangés, mais peu importe en fait. Sémite, c'est la langue. C'est comme arien, c'est la langue indo-européenne, mais c'est pas. Non, mais l'hébreu ancien et l'hébreu moderne n'ont rien à voir. Hein. L'hébreu moderne a été refait par comment il s'appelle, Theodor Herzl. Il a remis Theodor Herzl. Herzl qui a refait une langue d'hébreu moderne. Donc, ça n'a rien à voir avec l'hébreu biblique. Donc c'est sûr que les Juifs qui ont colonisé la Palestine, ce sont des Européens. Ce ne sont pas des séfarades. Tout à fait. D'ailleurs, ils ont pris les séfarades après pour faire des tests génétiques sur eux et pour leur faire. Mais il y avait un test génétique pour les Ashkénazes. Et les Ashkénazes, alors quand on dit c'est des Khazars, mais en fait, les Khazars ne se sont pas convertis au judaïsme, c'est juste les élites Khazars qui se sont convertis au judaïsme. Et les Ashkénazes, c'est un mélange. Et même les séfarades sont un mélange aussi avec les berbères judaïsés. Oui, c'est un... Mais en fait, c'est juifs en fait qui. C'est pas que. Oui. Non, mais le problème des Khazars, c'est une énorme arnaque historique. De ce que je peux en savoir, je l'ai déjà écrit et j'en ai parlé déjà. En fait, les véritables Khazars ont été remplacés par les Juifs. Il n'y a pas eu de conversion. C'est pas la même chose. C'était une politique d'extermination et de remplacement. Donc, ce qu'on appelle Khazars aujourd'hui, ce sont des Juifs. Mais ce ne sont pas des Khazars convertis. C'était des Mongols, les Khazars, c'était de race jaune, en fait. C'est des Turco-Mongols, en fait. Alors que les Ashkénazes ont très peu de sang, les Turco-Mongols, hein, ils ont très peu de sang mongol, mais donc c'est une minorité, c'est des élites Khazars qui étaient convertis, et après ils sont... Sur les Khazars, moi j'ai pu constater qu'en fait, il y a deux façons de voir les choses. Soit on dit que les Khazars se sont convertis au judaïsme, ou alors c'est le contraire. Mais moi j'ai constaté qu'à travers les livres, en fait, il y a la moitié des intellectuels qui défendent une thèse et l'autre moitié qui défendent d'autres thèses. Ouais. Donc c'est compliqué de savoir vraiment quelle est la vérité. Alors moi, ce que je pense, c'est ce que je viens de dire, c'est qu'en fait, il y a une substitution. Les Khazars d'origine ont été remplacés par les Juifs. Mais ils n'ont pas été convertis. Ça, je crois pas. Mais par contre, il y a énormément d'ouvrages sur le thème des Khazars. Énormément de livres sur le thème des Khazars. Oui, tout à fait. Et j'ai pu constater que c'était à peu près moitié-moitié entre ceux qui prennent le parti d'une thèse et ceux qui prennent le parti de l'autre thèse. Donc c'est compliqué de savoir vraiment ce qu'il en est de ces histoires-là. Enfin, autre question?
Ouais, vous aviez évoqué le sabbat. Mais Le sabbat, le sabbat, c'est Le Shabbat. c'est le jour des sorcières aussi. Hein, oui. Donc voilà, c'est pas. Tout est lié. Ce petit aparté là. Alors, je ferai une petite aparté si ça vous ennuie pas. Par rapport à Vincent Renoir, j'ai vu la dernière vidéo de Vincent Renoir et il essaye de démontrer par A plus B, bien évidemment, la solution finale, etc. Moi, c'est pas tellement ce dont il parle qui m'intéresse. Ce qui m'interpelle, c'est plutôt ce dont il ne parle pas du tout, à savoir le génocide des handicapés mentaux. Ça, silence, on n'en parle pas. Ah, mais c'est un curé, personnage. On sait que l'Église est montée au créneau Ouais. à telle enseigne que même les professeurs même sont montés au créneau à l'époque. Et là-dessus, Non, silence radio. Non, mais Alors, il se réfugie dans la toujours trouvé détente. Renoir très ambigu. Ah oui, très ambigu. Très, très ambigu. Bah, il y a un autre qui est ambigu, c'est Hilar. Ah oui, c'est une catastrophe. Il est pas mal celui-là non plus. Moi, j'avais constaté une chose qui m'a toujours étonné, c'est qu'en fait, on sait que les juifs sont très présents dans les médias, donc chez les journalistes, enfin chez les hommes politiques, donc très présents dans les médias. Mais par contre, ce qui me surprend, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de documentaires ou de choses, en fait, on ne parle pas beaucoup d'eux. Sur leur histoire, sur leur religion, il y a très peu de documentaires sur les juifs d'une manière générale à la télé, quoi. Si, la chose. Donc en fait, ils parlent beaucoup, Mais pourquoi pour cacher les choses, voilà. Eh ben, Tout simplement. mais puisqu'ils sont à la tête, justement, qu'ils tiennent les médias, pourquoi voulez-vous qu'ils en parlent? Non, mais c'était juste pour noter le chose. Élémentaire. Ah oui, par contre, il parle beaucoup de la Shoah. Ça, Là, vous m'étonnez. là, par contre, ça y va. Je parlais de ça. Vous ne pensez pas que ce qu'ils sont en train de commettre au Moyen-Orient, ça décrédibilise justement la Shoah, etc. Parce que de plus en plus de personnes qui n'étaient pas du tout sensibles à la cause palestinienne, bon, 80% peut-être des Français, puisque ça ne les touche pas, ils ont droit, commencent même à douter et commencent à être antisémites. Alors, j'en connais, hein, avant ils n'en avaient rien à faire, qu'ils soient juifs ou pas juifs, un peu comme tout le monde. Mais comment ça se fait qu'ils n'ont pas anticipé Vous avez tout à fait raison. ce retournement en fait d'opinion publique C'est un retournement à nous bassiner comme ça devant l'évidence. C'est le culot, quoi. Oui, mais ça va mal se passer à un moment donné. Parce que de toutes les manières, les personnes, maintenant, quand elles sont traitées d'antisémites, on voit sur YouTube, c'est pour elles, c'est un diplôme. Ah, bah, super, il y aura un nouvel antisémite. Voilà, ça commence à Il est devenir... déjà plus ou moins palpable, d'ailleurs. Oui, mais c'est plus que palpable. C'est-à-dire que les gens, ils sont contents. Ah, tenez, je suis convoqué au commissariat, j'ai été traité d'antisémite parce que j'ai dit que les juifs, c'est pas bien. Donc maintenant, en fait, les gens ne se cachent plus quand ils ont été traités d'antisémites. Ils n'ont plus peur. Vous voyez, ils n'ont plus peur et en plus, ils en sont fiers. Donc ça veut dire que là, quand même, il y a un tournant qui arrive, à mon avis, pour la communauté juive, et je pense qu'elle pourrait avoir peur. C'est-à-dire que ça ne va pas aller dans la direction... Mais le problème des Juifs, ils ne sont pas s'arrêter. C'est l'éternelle hystérie du monde juif qui veut s'imposer, et qui finissent par en faire trop. Au moment où ils en font trop, la réaction arrive. Et ce qui est bizarre, Et c'est systématique. À travers les sectes, c'est c'est systématique. qu'avec toutes les persécutions qu'ils ont eues, pourquoi ils ne se disent pas à un moment donné, bah, il faut peut-être qu'on arrête. Ils continuent malgré tout. Les persécutions, je regrette beaucoup, c'est de l'autodéfense. Oui, oui. Les peuples qui en ont marre, alors c'est brutal, c'est peut-être injuste, appelons ça comme on voudra, mais c'est une réaction d'autodéfense. Mais dans le Talmud, ils n'arrêteront jamais puisque la terre leur appartient. Donc en fait, ils détruiront. Là, en fait, ils ont grand remplacé la Palestine. Ce qu'ils veulent, en fait, c'est arriver sur le Liban et ils vont s'attaquer à l'Europe. En fait, on est en train d'assister à un grand remplacement, en fait, et en fait, voulu par eux, tout simplement parce qu'ils sont les maîtres de la terre leur appartient. Et dans le Talmud, c'est très bien expliqué. Première chose. Et deuxième chose, moi je crois plutôt qu'on assiste à la fin d'Israël, en fait. C'est. On nous dit tout le temps, pour l'instant, évidemment, ils sont je pense qu'on y assiste vraiment parce que comment est-ce qu'ils vont s'en sortir aujourd'hui?
Ils en sont pas là. Ils en sont pas là. Je pense Non, que... pour le moment, ils vont tout péter parce qu'ils savent que c'est terminé, en fait. Et je pense que la fin d'Israël arrive, en Je fait. pense pas. Parce que déjà, c'était déjà pas un pays, il n'y a pas défini. Je pense pas. Je pense qu'ils vont continuer. Le Liban, la Syrie, ils ont un plan. Ah, mais il ne faut pas oublier leur Tant que les États-Unis et il ne faut l'Europe, pas oublier leur là, projet de Grand continue. Israël. Hein. Et c'est juste qui Eretz Israël. ne se fera jamais. Je pense pas, moi. Je pense. Ah, mais c'est. Personne ne il bouge. se fera- Ils auraient bougé. Personne ne bouge. Ben, je pense qu'ils sont en train de s'organiser, en fait. Non, Ceux personne qui ne vont. bouge. Si, ils sont en train de s'organiser. Je pense qu'il y a une grosse. L'Iran, elle n'a pas organisation. une attitude très claire non plus. Ça, je suis on bien est- d'accord avec vous. L'Iran, bon. L'Iran, voilà, c'est un pays. Je suis bien La d'accord avec vous. Jordanie, ils ont commencé à parler parce qu'ils ont vu que la Cisjordanie. Ça viendra commençait des pays machin. du Golfe. Ça viendra des pays du Golfe où ils interdiront. Non, ça viendra. Israël, je pense, est en. On va assister à la destruction d'Israël. Ça viendra grâce aux pays du Golfe. Et en Iran, le problème qui se passe en Iran, c'est qu'il y a une mésentente, en fait, entre c'est un pays qui est complètement divisé. Il y en a qui sont pro-Israël et d'autres qui sont anti, effectivement. Mais il y a une organisation, en fait, qui est en train de se mettre en place. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils bombardent comme des malades, en fait, parce qu'ils savent pertinemment. Et il y a eu 60 000 entreprises qui ont quitté Israël. Est-ce que vous imaginez 60 000 entreprises? Il n'y a plus de. L'économie est au plus bas. En fait, il va leur falloir plus de 50 ans pour remonter en économie. Je vous dis, c'est. Alors, soit ils arrivent en Europe, et dans ces cas-là, on est foutu aussi. Et Ils sont bien. non, mais ça va être encore pire. Mais là, ils sont en train d'envahir l'Ukraine. Ouais. Et ils ont chassé l'église orthodoxe. Absolument. Et j'ai vu une vidéo de Jim Leveger, il l'explique très bien. Et c'est pour ça que je On voit tous dis. les. Et là, ils sont tous prêts, ils sont tous en Europe. Ce qui expliquerait la volonté de poursuivre la guerre en Absolument. Ukraine. Je suis complètement d'accord. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'ils, pour le moment, Israël, ce sera terminé. Ils ne pourront pas, ils resteront que quelques fanatiques, mais ils ne pourront pas rester sur cette terre. Tant qu'ils sont armés par les Européens, je pense pas. Ouais, mais à un Après, c'est moment- que des hypothèses. oui, mais à un Et moment, pas l'argent- les États-Unis. Les États-Unis, oui. Ben, l'argent, il l'a construit, aux si tu veux, donc elle n'est États-Unis- pas factuelle. Donc, de toutes les manières, quoi qu'il en soit, les Aux États-Unis, c'est un États-Unis, on a pays la veille très d'une guerre endetté. civile, il faut le savoir. Aux États-Unis, ça se passe très Ouais. mal. Hein. Si, ça se Oui, passe oui, très mal. sûrement. Je vous en parle. Ce sont des. Voilà, chacun ses Non, en fait, aux États-Unis, j'ai l'impression que- Aux États-Unis, l'opinion publique est en train de changer par rapport aux Juifs, mais n'empêche que quand même, ça reste sous contrôle, hein, avec notamment l'arnaque du faux clivage Trump, démocrate, tout ça, ils attirent les électeurs. Et en fait, les deux partis, c'est qu'ils sont complètement liés aux Juifs, complètement. Les démocrates et républicains, c'est bien pour l'intérieur des États-Unis, c'est là que ça va apporter des changements, mais à l'extérieur, c'est toujours pareil. Ah, tout à fait. Trump, c'est un pro-sioniste, hein, c'est terminé. Hein. C'est lui qui avait tué en Non, Iran. de toute façon, oui, c'est Ah, c'est les manies, oui. L'Ukraine est sûrement le pays de remplacement pour les Juifs. Ah ben c'est bien, il y a longtemps que je le dis. Et c'est la raison pour laquelle on a cette guerre-là qui se termine jamais là-bas. Ben, évidemment. C'est bon pour les États-Unis, la guerre d'Ukraine. Vladimir, il n'en voudra pas de. Évidemment. C'est bon pour les Il États-Unis. ne les virera pas non plus. Il ne les Il en virera a viré pas. pas mal. Hein. Ouais, mais il ne les virera pas. Parce que d'abord, Poutine est juif. Donc, Et l'Ukraine représente le territoire de l'ancienne Khazarie. Absolument. Oui, c'est ça, C'est par vrai exemple. en plus. Bah oui, Petite réflexion en passant, c'est un retour au Je suis pays. pas très mauvaise. en partie. Bon, t'arrêtes là? Encore une? Ouais, encore une. Sur, vous avez évoqué Henry Ford. Oui, Henry Ford, ouais. Vous avez évoqué Henry Ford, donc c'est un personnage quand même de très haut niveau avec ce qu'il a construit aux Bien. États-Unis, les automobiles, enfin voilà. Tout à fait. Lui, il disait qu'en fait, si les gens comprenaient les rouages de la finance, Oui. les choses s'arrêteraient immédiatement. Donc ça, c'est un facteur très très important. Et le deuxième facteur, s'il avait quand même confirmé les protocoles des sages dessus. Ben, bien entendu, mais c'est pour ça qu'il doit en payer. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il avait même créé son journal, je crois que c'était un hebdomadaire, le Dearborn Independent, dans lequel il racontait tout. Il refaisait les protocoles des sages de science.
qu'il a réédité d'ailleurs sous un autre nom. Jusqu'au moment où ils lui ont mis des grèves successives sur le dos, il a compris, il ne sait plus. Et il s'est excusé. Il s'est excusé. Mais j'en parle dans mon livre, je crois que c'est dans la maçonnerie que j'en parle. Donc un peu de patience, j'espère que je pourrai mettre à votre disposition le mois prochain la nouvelle édition de la maçonnerie. Vous allez bien vous amuser. Une dernière, Karl Marx, il était considéré comme antisémite, c'est quand même surprenant ça. Oui. Non, pas du tout. Oui. Ouais. Ouais. Bon, on arrête là. Allez, Merci. merci beaucoup. Si vous voulez que je vous fasse